Dans cette leçon, nous allons aborder quelques lois sur les circuits électriques. Avant cela, nous allons définir d'abord ce que c'est qu'un circuit électrique. Donc un circuit électrique est une association de dipôles. C'est une association de dipôles et qui contient au moins un générateur qui délivre un courant électrique. Donc c'est un ensemble de dipôles plus au moins un générateur qui délivre un courant électrique. Bon, maintenant, quelle est la définition de dipôle? Dipôle veut dire un composant électrique, qui a deux bornes, deux bornes. Vous voyez, ça veut dire que vous avez ici un dipôle. Vous voyez, un dipôle. Donc, il a deux bornes, une entrée et une sortie. Une entrée et une sortie. Vous voyez, la sortie c'est ici et l'entrée, elle est là. Donc ça s'appelle un dipôle. Donc les dipôles dans un circuit électrique sont reliés par des câbles, les uns aux autres, et ça donne un circuit électrique soit en série, soit en dérivation, soit on verra tout ça plus tard. Quelques exemples de dipôles. Quelques exemples de dipôles. Donc on peut citer tout d'abord une résistance. Une résistance, elle est représentée par un rectangle, vous voyez, dans lequel on met R, ou bien on met le R à l'extérieur. Donc ça, c'est une résistance électrique. Résistance électrique. Donc vous voyez bien qu'elle a une entrée et une sortie, en tout cas deux bornes. Sachez que l'entrée peut être là ou bien là, peu importe. Une borne qui représente l'entrée et l'autre qui représente la sortie. D'accord? Ensuite, on a aussi la représentation d'une lampe. Vous voyez, ça c'est une lampe. Quand vous trouverez quelque chose qui ressemble à ça, ça veut dire une lampe. Donc vous voyez bien aussi que c'est un dipôle. Di, ça veut dire deux. Dipôle, ça veut dire deux pôles. Un qui représente l'entrée, l'autre la sortie. Un générateur que je peux représenter aussi de cette façon-là. Le générateur, il est toujours composé d'une borne positive et d'une borne négative qui sont toujours représentées sur le générateur. Donc là, c'est un générateur. Ça, c'est un générateur. Une pile, toujours représentée par une borne positive, une borne négative. La borne positive est composée d'un trait, le trait le plus grand, le trait le plus petit, c'est la borne négative. Donc vous voyez bien aussi que la pile est composée de deux bornes, une borne qui peut être l'entrée, l'autre la sortie, le générateur également. Voilà quelques dipôles. Sachez qu'il y en a plein d'autres, mais là je vous ai mis les dipôles qu'on utilisera par la suite. Un dernier dipôle quand même, c'est le moteur. Vous voyez, un moteur par exemple dans un circuit est représenté par un rond dans lequel c'est noté M. Et donc c'est un moteur électrique, vous voyez, qui donne
un travail mécanique, par exemple. Vous voyez le moteur d'une perceuse, par exemple d'un aspirateur, voilà. Tous ces appareils comportent un moteur et le moteur, bien sûr, il est alimenté par un courant électrique. Vous voyez, donc le moteur, on le représente de cette façon-là dans un circuit électrique. Donc, voilà la définition de dipôle. Maintenant, la représentation d'un circuit électrique. Bien, voici la représentation d'un circuit électrique. Celui-là est composé de 3 lampes, de 2 résistances et d'un générateur. J'ai indiqué la borne positive et la borne négative du générateur. Bien, nous allons définir quelques notions importantes pour la suite de la leçon. D'abord, c'est quoi un nœud dans un circuit électrique? Un nœud, c'est quoi? Ensuite, une branche. Et enfin, une maille. C'est quoi une maille dans un circuit électrique? Voilà, après avoir défini ce que c'est qu'un dipôle précédemment, on va définir un nœud. Sachez qu'un nœud est un point de connexion entre au moins 3 dipôles électriques. Donc un nœud est un point de connexion entre au moins 3 dipôles électriques. Ça veut dire quoi? Si je prends par exemple le point qui est là. Donc vous voyez, ce point-là n'est pas une connexion entre 3 dipôles électriques, au maximum 2. Admettons ici, il y a un dipôle électrique. J'en aurai 2, un ici et un là. Donc là, ce n'est pas un nœud. Là non plus. Pourquoi? Parce que c'est la connexion entre 2 dipôles électriques. Maintenant, je vais mettre en rouge. Donc ce point ici, là, que je viens de mettre en rouge, est un nœud. Pourquoi? Parce qu'il représente la connexion entre 3 dipôles électriques. La lampe L1, R2 et R1. Donc c'est un nœud. Je vais le noter N2 ici, comme ça. Le point qui est là n'est pas un nœud parce qu'il relie 2 dipôles entre eux. D'accord? Parce que la définition, c'est que le point doit faire la connexion de moins 3 dipôles électriques. D'accord? Le point qui est là n'est pas un nœud, donc le point qui est là, ce point-là, que je peux appeler N1 si vous voulez, N1, eh bien c'est un nœud. Pourquoi? Parce qu'il fait la connexion entre 3 dipôles. La lampe L3, R1 et puis L2. Vous voyez L2 qui vient ici. Donc là c'est un nœud. Voilà, donc retenez bien que un nœud est un point de connexion d'au moins 3 dipôles électriques. Si on a 4, 5, 6, pourquoi pas, vous voyez? Donc on peut avoir un nœud comme ça si vous voulez, vous voyez? Ça c'est un nœud. D'accord? Parce qu'il y a un dipôle là, 1, 2, 3, 4, 5 dipôles ici, vous voyez? Donc si je mets 3, ben, c'est un nœud. Si je fais comme ça c'est pas un nœud. Là, non. C'est pas un nœud. Ici, c'est un nœud. Là, c'est un nœud. Et plus de 3 dipôles. Vous voyez, chaque branche ici comporte un dipôle électrique. Voilà la définition d'un nœud. Maintenant, quelle est la définition d'une branche? Une branche est une portion du circuit située entre 2 nœuds consécutifs. Je répète la définition. Une branche est une portion du circuit électrique
comprise entre deux nœuds. Vous voyez là, j'ai combien de nœuds dans ce circuit? J'en ai deux, N1, N2. Donc, de là jusque là, ça c'est une première branche là, vous voyez? Je vais les mettre en bleu. Vous voyez? La première branche, c'est de là, venir jusque là et là. Donc ça, c'est la première branche B1 par exemple. La deuxième, c'est entre N1 et N2, c'est-à-dire celle-là, de là jusque là. Donc ça, c'est B2. Enfin, la dernière branche, c'est entre N1 et N2, mais en faisant le tour comme ça, vous voyez? Ça, c'est B3. Donc vous voyez bien, une branche est une portion du circuit électrique comprise entre deux nœuds. Vous voyez, deux nœuds. Donc il suffit de repérer les nœuds et après vous avez un certain nombre de branches. Tout dépend du circuit électrique. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant comme définition? Sachez qu'on a défini ce que c'est qu'un nœud, ce que c'est qu'une branche, et il nous reste une maille. Donc, quelle est la définition d'une maille dans le cas général? Une maille est une boucle fermée composée de plusieurs dipôles. Voilà. Donc ici, sur ce circuit-là, on a 3 mailles. Vous voyez? 3. Je vais prendre des lettres, vous allez voir. Je laisse N1, N2. Je vais mettre ici A, B, C et D. Dans ce circuit-là, on a d'abord une première maille. Vous voyez, A, N1, N2, D, et après on revient à A. Donc je vais noter ça. A, N1, N2, D, et après on revient au point A, c'est-à-dire pour que ça soit fermé. Après j'ai N1, B, C, N2. Donc j'ai N1, B, C, N2, et après je reviens à N1. Et enfin, j'ai la dernière, A, B, C, D, A. Donc A, B, C, D, A, qui est la dernière maille. Donc vous voyez que dans ce circuit-là, j'ai 3 mailles. D'accord? Il y a celle-là, il y a d'abord celle-là, après il y a celle-là, et après il y a toute la grande ici. Quelles sont les grandeurs électriques qu'on utilise? Grandeur électrique. Donc les grandeurs électriques, d'accord? Donc les grandeurs électriques, on a d'abord intensité électrique, représentée par la lettre I, et puis la tension électrique. Tension électrique, représentée par U, et enfin résistance électrique donc les unités bien entendu de l'intensité électrique, ce sont des ampères. Pour la tension électrique, ce sont des volts, et pour la résistance, ce sont des ohms. Donc voilà les grandeurs électriques sur lesquelles nous allons travailler dans cette leçon. Sachez qu'il y en a d'autres qui ne nous intéressent pas dans cette leçon. Bien, nous allons aborder maintenant les lois dans les circuits électriques. D'abord, circuit en série, et puis circuit en dérivation.
Donc, circuit en série, je vais donner ici un exemple. Donc, je prends un générateur. Donc, ici, j'ai une lampe. Là, j'ai une résistance R. Après, j'ai une deuxième lampe. Donc, vous voyez ça, c'est un circuit série. Ça veut dire que tous les éléments sont reliés entre eux, tous les dipôles, entrée, sortie, et ça fait une seule boucle. Vous voyez, une seule boucle. Quand on est dans cette situation-là, on dit que le circuit il est en série. Maintenant, si je représente l'intensité I, hein, ça va toujours de plus vers le moins, I, comme ça. Ici, je vais l'appeler I1, après la lampe. Là, je peux l'appeler I2. Et là, je peux l'appeler I3. D'accord? Je peux noter ici L1 et là L2. Voilà. Sachez que dans un circuit série, I1 ou bien I égale à I1 égale à I2 égale à I3. Ça veut dire que dans un circuit série, l'intensité électrique est unique. On appelle ça l'unicité de I. C'est-à-dire que c'est le même courant I qui va traverser la lampe L1, qui va traverser la résistance R et qui va traverser L2 pour revenir au générateur, vous voyez? Donc ici, dans ce cas-là, je peux retirer maintenant le 1, comme ça, le 2 et le 3. Et je mets I tout simplement. C'est pour cela que dès qu'on met une flèche, par exemple, à côté du générateur ici, c'est pas la peine d'en mettre partout, hein, sur le circuit. Donc retenez un circuit série, c'est un circuit où les dipôles sont liés les uns aux autres selon une seule boucle et que l'intensité électrique est la même partout. D'accord ? Par contre, la tension électrique, hein, va être, regardez la tension électrique, il faut savoir que au bord du générateur, la tension va dans le sens de I, toujours. Vous voyez que dans un générateur, U va toujours dans le sens de I. Et pour tous les autres dipôles qui sont des récepteurs, ça veut dire quoi un récepteur? Ça veut dire qu'ils reçoivent l'énergie électrique. Vous voyez, une lampe, par exemple, ne fabrique pas de courant électrique, une résistance pareille. On les appelle des récepteurs. Hein, ça veut dire qu'ils reçoivent l'énergie électrique. Et dans ce cas-là, c'est toujours dans le sens contraire de I. Donc là, je peux l'appeler I1 ici. Donc ici, c'est U1. Pour la lampe L2, vous voyez, le courant, il va vers la gauche. Donc le U, il va dans le sens contraire. Hein, et j'appelle ça U2. Et pour la résistance, bon, le courant rentre dans la résistance comme ça, donc le U va être dans le sens contraire de I, et je peux l'appeler U3. Donc vous voyez que dans un circuit série, les intensités sont identiques, par contre les tensions électriques ne sont pas les mêmes. Vous voyez qu'au bord de chaque dipôle, il y a une tension différente. Maintenant, on passe à un circuit en dérivation. Donc, je vais prendre une pile.
j'ai une résistance ici, et puis une lampe. Donc ici, j'ai moins, plus. Pour le courant, bien sûr, ça part de la bande positive. Ensuite, je peux marquer I1 ici, I2 là. Ici, j'ai deux nœuds, là et là. Ouais. C'est un point de connexion entre trois dipôles, vous voyez, 1, 2 et 3. Donc là, c'est un nœud, ça, c'est un nœud. Donc ici, ce que je peux écrire, c'est que la tension ici, U, et je peux marquer ici U1 au bord de la résistance, et puis U2 au bord de la lampe. Donc sachez que pour un circuit en dérivation, U égale à U1 égale à U2. Donc vous voyez que ici, c'est l'unicité des tensions. Unicité des tensions. Donc unicité des tensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension entre ce point et ce point, c'est le même entre ce point et celui-là, c'est le même entre ce point et celui-là. À condition qu'il n'y ait rien entre les points, vous voyez? Il n'y a rien. Par contre, le I, vous voyez le I qui rentre ici, le I qui vient ici, là, il va aller sur les deux branches. Vous voyez là, c'est la première branche, la deuxième. Et donc, vous voyez que le I est égal à I1 plus I2. Donc, vous voyez que les intensités électriques s'additionnent et il y a unicité des tensions. Contrairement au circuit en série qu'on a vu précédemment. Vous voyez, c'est exactement le contraire. Nous passons maintenant aux lois. Donc, on va commencer par la loi des nœuds. Supposons que j'ai un nœud ici N, hein, et sur lequel arrivent plusieurs branches. Donc, je vais d'abord donner la loi dans le cas général et après, on va prendre un exemple d'un circuit. Donc, ici, j'ai I1, par exemple. Là, j'ai I2. Là, j'ai I3. Là, j'ai I4. Et là, j'ai I5. Admettons, vous avez le sens des courants électriques. Donc, qu'est-ce qu'il dit, la loi? La loi dit que la somme des intensités des courants qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent, c'est-à-dire qui partent du nœud. Voilà, la somme des intensités des courants électriques qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent. Donc ici, dans ce cas-là qui est général, j'ai I1 plus I2 plus I4. Voilà, donc est égal à I3 plus I5. Voilà la loi des nœuds, comment elle s'écrit. Il s'écrit de cette façon-là. Et bien entendu, à quoi il sert? Il sert à calculer l'intensité d'un courant électrique connaissant les autres. Vous voyez que dans ce cas-là, on a une seule inconnue qu'on doit chercher en fonction des autres. Bien, voici un circuit électrique composé de 3 résistances, de 2 lampes et un générateur. Sur ce circuit, on va noter les nœuds. Donc j'ai un nœud ici, un nœud
là aussi. Ensuite, je vais noter par des lettres le contour du circuit, donc A, B, C, D, E, F. Voilà F. Le sens du courant électrique, ça part toujours du pôle positif, c'est-à-dire de la borne positive, donc c'est I. On retrouve le I là aussi, et donc il va se décomposer en deux parties, I2 et I1 ici. Voilà. Sachez que la représentation des tensions électriques aux bornes des dipôles électriques se fait de la manière suivante. Sachez que lorsqu'il s'agit d'un dipôle récepteur, qu'on appelle aussi un dipôle passif, c'est un dipôle qui ne produit pas d'énergie électrique, contrairement à un générateur. Donc, les dipôles passifs, encore appelés récepteurs, la tension électrique aux bornes de ces récepteurs va toujours dans le sens contraire de celui du courant électrique I. Donc ici, par exemple, la tension va dans ce sens-là. Pour la lampe L1, vous voyez, le sens de la tension, ça va de droite à gauche parce que le courant va de gauche à droite ici. Pour la résistance R1, eh ben, c'est pareil, hein, ça va dans le sens contraire de I2. Vous voyez, regardez I2, elle rentre par là dans R1. Donc, le courant, la tension électrique va dans le sens contraire. Concernant L2, c'est exactement pareil, donc ça va aller dans le sens de I2. Aux bornes de R3, c'est toujours la même technique, puisqu'il s'agit d'un récepteur, donc la tension va dans le sens contraire de I. Sachez que I2, bien entendu, on le retrouve ici, hein, pour ce courant. Le I1, on le retrouve là aussi. Et donc, ici, c'est le courant I, vous voyez, qui rentre dans le générateur. Donc, je représente la tension aux bornes de R2. Donc, c'est toujours la même règle. Pour un récepteur, la tension U va dans le sens contraire du courant I. Donc, voilà la représentation des tensions électriques par des flèches. Sachez que maintenant, soit on les appelle U1, U2, U3, U4, etc. Soit on les appelle par U, et il faut regarder la flèche pointe vers la lettre A. Donc, on commence par A. Donc, ici, c'est U, A, B. Donc, la première lettre, c'est toujours la lettre où pointe la flèche de la tension électrique. Ici, la flèche pointe sur B, donc c'est U, B, et donc E. Ici, ça pointe vers C, donc c'est U, C, D. Ici. Là, c'est U, D, E. Et là, c'est U, E, F. Donc la première lettre, c'est toujours la lettre où pointe la flèche.
Bien entendu, la représentation de la tension au bord du générateur, étant donné que c'est un générateur, ça veut dire qu'il génère du courant électrique et de l'énergie électrique, ben la tension électrique va dans le même sens que I. Là, voilà. Retenez bien ça parce que c'est très très important dans les exercices et dans les séances de travaux pratiques. C'est bien de savoir représenter les tensions électriques et les intensités électriques, c'est-à-dire le courant électrique I. Donc ici U, c'est A, F. Bien, voilà le circuit électrique avec toutes les tensions représentées et puis les courants électriques. Maintenant, la loi des nœuds. La loi des nœuds. Il faut toujours préciser le nœud. Donc, le nœud B, ici. Donc, nous avons énoncé la loi précédemment, vous voyez. Donc, tout ce qui entre dans le nœud égale à tout ce qui sort du nœud. Donc, ce qui entre au nœud B, c'est I. Donc, j'ai I égale. Ce qui sort, c'est I1 plus I2. Donc, voilà, ici, vous avez que ça à écrire au nœud B. Maintenant, le nœud E. Ben, le nœud E, quels sont les courants qui entrent dans le nœud? C'est I1 et I2. Vous voyez qu'ils viennent vers le nœud. Donc on note tout ce qui entre dans le nœud, I1, I2, est égal à tout ce qui sort du nœud, c'est-à-dire I. Donc vous voyez bien que je retrouve la même loi que le nœud B, étant donné qu'il s'agit des mêmes courants électriques, c'est-à-dire les mêmes intensités électriques. Donc on a la même relation, vous voyez, pareil. Mais si les nœuds étaient différents et si le circuit comportait plusieurs nœuds, ben on ne trouverait pas les mêmes équations. Voilà la loi des nœuds appliquée à un circuit électrique. Donc à quoi il sert bien sûr cette loi? Ben, il sert soit à déterminer l'intensité I1, connaissant I2 et I. Dans ce cas-là, on met I1 égale à I moins I2. Vous voyez, ici par exemple, I1 égale à I moins I2. Ou bien calculer I2 connaissant I1, I, ou bien I, etc., etc. Donc sachez qu'il sert à calculer une intensité électrique inconnue dans un circuit électrique. Bon, voilà la loi des nœuds. Maintenant, on passe à la loi des mailles. Qu'est-ce qu'il dit, la loi des mailles? Donc, je vais noter loi des mailles. Donc, la loi des mailles, il dit que dans une maille, c'est-à-dire une boucle fermée, la somme algébrique des tensions électriques égale à 0. Voilà. Donc ça s'appelle la loi des mailles. Première chose à faire, c'est orienter la maille. Orienter la maille. Ça veut dire quoi, orienter la maille? Ça veut dire lui donner un sens. Vous voyez, par exemple, je vais prendre exemple d'une maille que je vais traiter. Je vais prendre la maille B, C, D, E, B. Donc B, C, D, E, B. Voilà, donc c'est cette maille qui est là. Orienter la maille, ça veut dire choisir un sens. Est-ce que je vais tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la maille, ou bien dans le sens des aiguilles d'une montre, dans la maille. Donc c'est un choix arbitraire qu'on peut choisir comme on veut, sauf s'il est indiqué dans un exercice, il faut le respecter. Donc là, je vais choisir le sens comme ça. Ça veut dire que je tourne
de E, D, C, B, E, D, C, B, etc., etc. Vous voyez? Donc, je tourne dans ce sens-là. Donc, comment écrire maintenant la loi d'Émaille? Une fois qu'on a noté les tensions électriques, ça c'est important à faire, représenter toutes les tensions électriques par des flèches, en respectant la loi que je viens de donner juste avant. Et après, notez que la somme algébrique des tensions électriques dans la boucle, c'est-à-dire dans la maille, égale à 0. Donc, par l'imagination, vous partez d'un point de la maille, libre à vous de partir de n'importe quel point. Admettons qu'on part du point D. On aurait pu partir de E, ou de C, ou de B. Hein, d'accord, on part d'un point et on fait le tour jusqu'à arriver au point, vous voyez, au même point. Donc, vous vous imaginez en train de se balader sur, voilà, de marcher comme ça. Imaginez-vous en train de faire le tour, vous voyez, de la maille, et toutes les tensions que vous allez trouver, votre parcours, il est comme ça, hein, d'accord? Voilà. Et toutes les tensions que vous allez trouver dans le même sens que vous les mettez vous les écrivez positivement, et les tensions que vous retrouvez dans le sens contraire de votre parcours, vous les écrivez de façon négative. Donc ça va me donner quoi? Je pars de D et je fais le tour jusqu'à revenir au point D. Donc qu'est-ce que je rencontre d'abord? UCD. Donc je marque UCD. Puisqu'il va dans le même sens que moi, donc je prends ça avec un plus, vous voyez? Mais le plus, on ne le met pas, donc je le retire. Je tourne, je fais le tour, j'arrive à cette branche ici. Donc vous voyez, moi, je descends la branche, or la tension monte vers le haut. Donc c'est moins U, B, E. Et je continue jusque-là, et qu'est-ce que je trouve? UDE dans le même sens que mon parcours. Donc je marque plus UDE, et ça c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que je suis parti du même point, et je suis revenu au même point. Voilà la loi d'Émaille écrite pour cette maille que j'ai choisie ici, vous voyez? Si j'avais choisi un sens contraire, c'est-à-dire le contraire de celui-là, comme ça, eh bien, j'aurais trouvé moins UCD plus U, on trouve le contraire, hein, exactement le contraire, voilà, égal à 0. Et cette équation et celle-là me donnent le même résultat si je cherche par exemple UCD par exemple. Vous voyez, regardez là, je le mets à droite ici, au deuxième membre, et je trouve que UCD égale à UBE moins UDE. Donc UCD, si je le laisse là et je passe ça de l'autre côté, ça sera moins UDE, et moins UBE là, ça sera plus BE. Donc sachez qu'on trouve exactement la même chose, quel que soit le sens de parcours. Les équations, bien sûr, elles sont différentes, hein. De là à là, j'ai multiplié par moins 1, vous voyez? Et si on multiplie par moins 1, la résolution va me donner la tension que je cherche. Donc, retenez la règle. Premièrement, on repère la maille qui nous intéresse. On choisit un sens de parcours dans la maille, et puis après on parcourt la maille, et toutes les tensions qui vont dans le sens du parcours, on les prend positivement, et celles qui vont dans le sens contraire, on les prend négativement, et tout ça c'est égal à 0 quand on fait le tour de la maille. Ça veut dire qu'on part d'un point et qu'on revient au même point. Voilà la loi d'Émaille qui peut nous permettre de calculer une tension inconnue. Bien, nous passons maintenant à la caractéristique d'un dipôle. Alors, ça signifie quoi, la caractéristique d'un dipôle? En fait, ça signifie tout simplement
la variation de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité électrique, vous voyez? De l'intensité du courant électrique. Vous voyez, là, on met I en ampères et on prend la tension U en volts. Et s'il s'agit par exemple d'une lampe à incandescence, ben, il est donné par une fonction parabolique comme ça. Vous voyez la caractéristique, ça veut dire que la variation de la tension aux bornes de la lampe en fonction de I suit cette courbe. Si maintenant je prends maintenant une résistance électrique, eh bien, je vais trouver une fonction linéaire, vous voyez, une fonction linéaire de U en fonction de I. C'est-à-dire que si je prends U en volts, I en ampères, 0,0 ici, on va trouver une fonction linéaire, et ça c'est pour une résistance électrique. Donc ça c'est la caractéristique d'une résistance électrique. Celle-là c'est la caractéristique d'une lampe. Et si je prends maintenant une pile électrique, donc I ampères, U en volts, eh bien, une pile électrique a une caractéristique représentée par une fonction affine décroissante. Ici, c'est E, ça s'appelle la force électromotrice de la pile à vide, ça veut dire lorsque I égale à 0. Et quand vous allez acheter par exemple une pile dans un magasin, et bien sur la pile est marquée cette force électromotrice ici. Vous voyez, 1,5 volts, 9 volts, etc. Donc c'est la force électromotrice lorsque I égale à 0. Mais lorsque I devient non nul, et bien la tension aux bornes de la pile décroît, vous voyez, en fonction de la valeur de I. Donc ça, c'est une pile électrique. Donc voilà, pile électrique, résistance, une lampe à incandescence. Donc ces courbes-là, on les appelle les caractéristiques des dipôles. Ça veut dire U en fonction de I. Vous voyez, I en abscisse, U en ordonnée. Dans la suite de l'étude, on va s'intéresser uniquement à la résistance pour voir un petit peu quelle est l'équation de cette fonction linéaire. Pour la pile, on verra ça dans la prochaine leçon. Nous allons nous intéresser à un dipôle ohmique. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une résistance électrique. Résistance électrique. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner le montage pour réaliser ça. Eh bien, on peut prendre un générateur, voilà le montage qui peut nous permettre de faire ce travail. Un générateur avec en série un ampère-mètre, une résistance R variable et la résistance qui m'intéresse dans l'étude. Vous voyez, admettons c'est R là, vous voyez. Donc, je mets un voltmètre en dérivation au bord de la résistance. Je mets un ampère-mètre en série avec le générateur et la résistance variable qu'on appelle un rhéostat, par exemple. Un rhéostat, c'est une résistance variable. Hein. On fait varier la résistance de rhéostat. Et qu'est-ce qu'il va faire l'intensité du courant électrique? Soit il va augmenter, soit il va baisser selon les valeurs de R
de RV, c'est-à-dire de rhéostat, et par la même occasion, on aura des tensions qui varient aussi. Donc ça, c'est le montage qui nous permet de relever les valeurs de U et de I. Donc, si je prends comme borne positive là et négative là, ben, le courant électrique I passe par là, rentre dans la résistance et puis après revient au générateur. Donc la tension ici, nous avons dit que la tension au bord d'un dipôle passif, c'est toujours dans le sens contraire de I. Donc le I va être comme ça, dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on fait expérimentalement? On remplit un tableau de valeurs avec U. Vous voyez, on remplit un tableau de valeurs avec I en ampères, U en volts, et on fait varier, et puis après on a un tableau de valeurs qui nous permet de tracer la caractéristique de la résistance. Donc voilà, ça c'est le protocole expérimental que vous ferez peut-être en travaux pratiques. Sachez que soit on prend un rhéostat, un générateur de tension constante, et on fait varier le rhéostat, soit on ne prend pas le rhéostat, mais on prend un générateur de tension variable, puis on fait varier la tension. Hein, on fait varier la tension électrique, et donc I varie, et on aura un tableau de valeurs pareil, et on trace la caractéristique. On a relevé les valeurs de U et de I pour une résistance. D'accord? Ça, c'est un conducteur ohmique. Conducteur ohmique, ça veut dire une résistance. Ohmique R. Voilà. On a relevé les valeurs de U et de I expérimentalement. On a tracé la caractéristique. On trouve une fonction linéaire de la forme y égale à a fois x. Donc dans ce cas-là, c'est u égale à petit a fois i. Donc a, coefficient directeur de la fonction, linéaire, on peut le calculer de plusieurs façons. Sachez que lorsqu'une droite passe par 0, c'est bien de prendre 0 comme un point. Sinon, ben, vous choisissez 2 points. Sinon, vous choisissez 2 points. Regardez par exemple, je vais faire ça dans le cas général. Donc dans le cas général, vous avez quelque chose comme ça, d'accord? Donc vous avez ici delta U et là delta I. Donc A égale à delta U sur delta I. Dans ce cas-là, je peux prendre, je vais le mettre en bleu, c'est-à-dire ce qui est pertinent ici, c'est de prendre de là jusque là, et vous prenez de là jusque là, vous voyez, pour calculer le coefficient directeur. Donc sachez que, et en bleu, on trouve delta U ici et delta I ici. Et donc je peux delta U sur delta I. En fait, pour calculer un coefficient directeur d'une droite, que ce soit une fonction linéaire ou une fonction affine, on prend 2 points le plus loin possible l'un de l'autre, et qui appartiennent à la droite, et puis on fait le calcul comme indiqué par cette formule-là. Bien, alors tout calcul fait, on trouve que petit a égale à R. Vous voyez, la valeur de R de la résistance qu'on était en train d'étudier. Vous voyez, dans le montage que j'ai schématisé précédemment. On trouve que A égale à R aux incertitudes près. Donc on écrit, je vais le faire en rouge, on écrit que U
égale à grand R fois I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux bornes d'une résistance R, la tension électrique est proportionnelle à l'intensité électrique I, et le coefficient de proportionnalité, c'est toujours la résistance R du dipôle ohmique. Donc, retenez ça. U, c'est en volts. R, c'est en ohms. Et I, c'est en ampères. Ça, ce sont les unités du système international. Et la loi qui est là porte le nom de la loi d'Ohm. Loi d'Ohm. Donc, faites attention à ça. Donc ça, la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il nous dit la loi d'Ohm? Il nous dit que la tension au bord d'une résistance est proportionnelle à l'intensité qui parcourt la résistance. Voilà la loi d'Ohm. Bien, donc la loi d'Ohm qu'on vient d'écrire et qui se démontre bien sûr expérimentalement. Donc, j'ai un conducteur ohmique Donc, un conducteur ohmique, le courant traverse conducteur ohmique, et donc la tension aux bornes de R, c'est toujours dans le sens contraire de I, puisqu'il s'agit d'un récepteur. Et donc la loi s'écrit de la façon suivante. Le U qui est là est égal à R fois I. Ici, il y a la multiplication, d'accord? Donc voilà la loi d'Ohm qu'on peut écrire concernant un conducteur ohmique. Donc ça, c'est des volts. Les unités sont importantes. Ça, c'est ohm. Ça, c'est ampère. Donc, à quoi il sert la loi d'Ohm? Il sert à calculer, par exemple, la tension connaissant R et I, ou bien calculer I connaissant U et R, calculer aussi R connaissant U et I, d'accord? Ou bien calculer U connaissant R et I. Donc, voici la caractéristique d'un dipôle ohmique très importante dans l'étude des circuits électriques. Vous trouverez après la leçon quelques applications corrigées de toutes les relations qu'on vient de voir depuis le début de la leçon. Bon courage et puis à la prochaine.